Les débats avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi avec Michel Taube. Bonjour Michel, fondateur du site d'information Opinion Internationale et fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Lucas Jakubowicz qui est descendu de ses montagnes, journaliste politique, rédacteur en chef adjoint de Décideur Magazine. Et vous avez publié Un animal pour les gouverner tous aux éditions Arquet. Enfin c'est Arquet Éditions. Carl Olive, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, maire de Poissy. Et Jad Zahab, bonjour, vous êtes les bienvenus. C'est une première, vous êtes essayiste et vous avez publié Retrouver la République aux éditions du Cherche Midi face à la crise des consentements. On va en parler justement de cette crise des consentements. On va revenir sur différentes propositions qui ont pu être faites. Celle de Valérie Pécresse qui veut envoyer l'armée dans les quartiers, sur les déclarations de Christian Estrosi qui veut lui priver d'assurance chômage les non-vaccinés, et puis Anne Hidalgo qui refuse de débattre avec Éric Zemmour. Tous ces sujets avec vous et peut-être d'autres si on parle, si on débat autour de vos coups de cœur et de vos coups de gueule. Alors Michel Taube, on va commencer avec vous parce que c'est vraiment de l'actualité brûlante. Oui, alors il y a Djokovic, le numéro 1 mondial du tennis qui s'est fait refuser une deuxième fois son visa d'entrée sur le sol australien, même s'il y est déjà. Et en fait, moi je voulais, alors attention, je crains d'être mal compris, je voulais en fait saluer la décision du gouvernement australien. Pourquoi ? Non pas parce que, pour une seule et unique raison. Je pense que les grands de ce monde n'ont pas à avoir des passe-droits et des sauf-conduits et des exceptions et des passe-droits que les autres citoyens n'ont pas. En Australie, les différents gouvernements ont choisi souverainement depuis 2 ans d'appliquer une politique contre le Covid extrêmement draconienne. Le 0% Covid. C'est-à-dire que pendant des mois, les Australiens se sont vus confinés de façon extrêmement contraignante. C'est le choix qu'ont fait les autorités australiennes. Et l'Australie, c'est pas la Chine. L'Australie, c'est une démocratie. Et le fait de voir venir un champion sportif qui n'a pas manifestement respecté toutes les conditions qui étaient posées par les autorités australiennes et de vouloir passer entre les mailles du filet, vous savez, les fameux trous dans la raquette dont on parle souvent en France, je ne vois pas pourquoi il en bénéficierait, quand bien même il est le premier, le plus grand champion de tennis au monde. Et donc, pour cette raison, je comprends l'attitude des autorités australiennes. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec les choix sanitaires qu'ont fait les Australiens, mais c'est un point qui me paraît extrêmement important. Et je pense, dernier point pour terminer, que ce qui, moi, m'énerve vraiment beaucoup, et je sais Carl Olive est un grand amoureux de sport et un ancien journaliste sportif, si je ne me trompe pas c'est que je trouve totalement inadmissible cette omnipotence que les fédérations sportives internationales ont pu acquérir sur les États, sur la souveraineté et le libre choix des États. Donc on arrive à des décisions, à des organisations de Coupe du Monde au Qatar, parce que la FIFA l'a décidé et en a réuni les moyens, contre du bon sens et des décisions de souveraineté qui n'auraient pas dû le permettre. Et donc je pense que le sport, comme d'autres secteurs, doivent se soumettre à la liberté démocratique des États. Voilà ce que je voulais dire. Alors peut-être justement faire réagir Carl Olive. Vous avez été directeur des sports de Canal+, d'ITélé. Vous êtes effectivement, on connaît votre passion pour le sport. Vous en pensez quoi de cette affaire? Bonjour Michel, mais Lucas Jakubowicz est également très passionné de sport. Simplement, peut-être la différence, et Michel Taube a raison, c'est que quand on vient du sport, on est imbibé aux règles du jeu. Bien sûr. On est dans le jeu, on est en dehors du jeu. Et on est en dehors du jeu, pourquoi ? Parce qu'en amont, on connaît les règles du jeu. Et en l'occurrence, le gouvernement australien a mis en place un système sur lequel on est d'accord ou pas d'accord, mais il a le mérite d'exister et il n'est pas interprété, il est appliqué. Et il est appliqué sans exclusive, et c'est la raison pour laquelle, comme Michel Taube, je suis assez d'accord sur l'analyse et le ressenti qu'il partage. Oui, c'est un vrai feuilleton, hein, puisqu'il y a eu, je ne sais pas vous... Alors il y a encore un appel. Il y a encore un appel, mais c'est vrai que le dernier rebondissement en date, c'est que son visa lui a été retiré ce matin. Donc est-ce qu'il va pouvoir rester ou pas? A priori,
non. Alors, il a encore un recours possible, mais ça devient très très chaud en termes de délai, parce que le premier tour commence lundi. Mais je crois que, et d'ailleurs c'est devenu un sujet politique parce que Novak Djokovic il incarne un peu ce nationalisme serbe et c'est devenu un enjeu diplomatique. Je crois que le président serbe avait tweeté en disant il faut défendre et protéger Djokovic. Moi je dis très simplement que c'est un caprice de star qui est absolument indigne parce qu'en effet il y a des règles qui sont les règles sanitaires des États. L'Australie a pris des mesures parmi les plus drastiques avec une fermeture des frontières extrêmement rigide, mais encore une fois qu'on peut tout à fait comprendre. Et donc je crois que dans cette affaire-là c'est la souveraineté des États qui est en jeu et je souscris évidemment à tout ce qu'a dit Michel Taube. Les sportifs ne sont pas au-dessus des lois et je dirais même qu'ils ont un rôle d'exemplarité et de porter un message. Et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle Djokovic est devenu un peu le porte-étendard des antivax. On l'appelle Novak Djokovax, Novax, voilà. Donc c'est devenu un symbole et je crois qu'il faut remettre les choses à leur place. C'est pas un enjeu sportif, c'est un enjeu politique. Oui, je pense que c'est au-delà du. Enfin, je pense qu'il y avait un message dans son comportement. Oui. Je sais pas, Lucas, Novak Djokovic. Non, pour moi, c'est un peu une polémique dans un verre d'eau. C'est-à-dire, comme a dit Carl Olive, il y a des règles, elles sont connues de tous, il n'y a pas de mystère, elles doivent être respectées, point barre. Oui, mais ça va au-delà de ça. C'est-à-dire qu'il y a un message, encore une fois, il est anti-vax, enfin, il n'est pas vacciné, je pense qu'il est, il a fraudé. Je ne sais pas s'il est, il est pas anti-vax, ouvertement anti-vax, il est récupéré par les anti-vax. Ouais. Et d'ailleurs, il faut qu'il fasse gaffe parce que ça peut être dommageable pour son image publique et peut-être pour ses sponsors. Oui, Carl Olive sur... Oui, le coup d'après, c'est la prochaine apparition de Djokovic sur les cours. Je suis pas sûr, en tout cas. Roland Garros dans quelques semaines. Et que feront les autorités françaises? Alors, c'est déjà compliqué, vous le savez. On voit bien les supporters avec leur subjectivité, leur côté partisan pour en parler. Ça peut être compliqué pour Novak Djokovic parce qu'on peut imaginer, et vous le savez comme moi, que Roland Garros, pour pas le nommer, les supporters sont pas tous des anti-vax. Oui, absolument. Ouais. Mais moi, juste un dernier point, Valérie, si c'est possible. Entendons-nous bien, moi, Djokovic, pour moi, c'est un très grand champion. Il est, contrairement à l'image qu'il a, c'est quelqu'un qui d'après plusieurs sources, c'est vraiment quelqu'un de très bien, qui a fait énormément de... Par exemple, il a appris le français pour pouvoir mieux être compris. Enfin, c'est quelqu'un... Je pense que le problème, c'est pas du tout la personne. Le problème, c'est que, encore une fois, on doit respecter les règles. Et quand même, j'aimerais faire écho à ce qui s'était passé l'année dernière à Roland-Garros, une des demi-finales de Roland-Garros, où à l'époque, il y avait un couvre-feu et où le public devait sortir. Et à 23h, ils ont appris par le fait du prince que le match pouvait continuer. Oui, et ça, c'est pas normal, vous voyez. C'est pour ça que les Australiens sont très fermes. On peut le regretter, on peut ne pas être d'accord, mais voilà, je pense que finalement, à son corps défendant ou intentionnellement, j'en sais rien, Djokovic est quand même le symbole de choses qui ne doivent pas se reproduire selon moi. Voilà. Très bien. Je ne sais pas, j'ai pas de chrono, je ne sais pas où on en est, si je continue, si j'arrête. Il reste 1 minute. Oui, bon, on va peut-être s'interrompre maintenant. On va revenir dans un instant sur l'actualité avec vos coups de cœur, vos coups de gueule et puis parler des différentes propositions, celle de Valérie Pécresse qui veut envoyer l'armée dans les quartiers. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi avec Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale et fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Lucas Jakubowicz, journaliste politique, rédacteur en chef adjoint de Décideur Magazine. Et je rappelle votre dernier livre, Un animal pour les gouverner tous, chez Arquet Éditions. Et je conseille la lecture parce que vous avez un animal, vous, Carl Olive? Oui, j'ai un cocker. Un cocker, ça dit quoi? C'est normal? C'est normal. Qui court beaucoup, ça c'est formidable. C'est bien, il ne faut pas hésiter à le mettre en scène pour monter encore plus haut. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'il raconte, c'est comment les politiques mettent en scène leurs animaux. Et l'extrême droite est plutôt proche des chats. Ouais, alors ce qui est très rigolo, c'est que Zemmour a sorti un cheval la semaine dernière. On se demandait quel animal il utiliserait. Il a posé avec un cheval, qui est vraiment un animal monarchique. Absolument, et qui est plutôt dans les dictatures. Tout à fait. Alors à l'extrême droite, il s'oppose frontalement à Marine Le Pen, qui elle est plus chaton mignon. J'ai entendu une candidate dire que ça va, ça vient, c'est comme la queue du chien. Je ne sais pas si c'est un rapport. Mais... Oui, aussi Valérie Pécresse. Alors, on peut aimer les chats et ne pas être d'extrême droite quand même. Oui, absolument. Non, absolument. Ouf. Absolument. Mais là, on parle des politiques. Mais vraiment, lisez le livre de Lucas Jakubowicz parce qu'il est très intéressant sur la façon dont les politiques mettent en scène les animaux. Carl Olive, maire de Poissy, et Jad Zahab, essayiste. Et votre livre, Retrouver la République, est paru aux éditions du Cherche
midi. Bon, on a passé pas mal de temps sur Djokovic, mais c'est quand même un sujet intéressant. Alors on continue notre tour de table. Lucas, on va passer à vous. C'est un coup de gueule. Oui, et politique, on va parler d'un point du programme d'Anne Hidalgo. Pour ceux qui n'ont pas suivi, la candidate socialiste a présenté hier son programme. C'est passé un peu inaperçu. Il y avait pourtant 70 propositions. Honnêtement, il y en a certaines qui tiennent la route et qui sont pertinentes. Par exemple, une législation pour le droit à mourir dans la dignité, une législation pour mieux protéger les personnes qui travaillent sur les plateformes type Uber et Deliveroo. Il y a des propositions qui sont un peu plus problématiques, mais alors il y en a une qui m'a personnellement fait tomber de ma chaise. Je vais même vous la lire tellement c'est gros. Parce que sinon, on va dire que j'invente, tellement c'est incroyable. Donc elle est dans le programme. Elle est dans le programme. Mais c'est marrant que ça imprime pas du tout. Moi, on va reparler d'Anne Hidalgo tout à l'heure. Mais ça imprime pas. Donc en gros, ça concerne les jeunes, cette mesure. Alors je vous le lis. C'est afin de donner donc aux jeunes les moyens de leur émancipation. Une dotation en capital de 5 000 € sera attribuée à chaque jeune à ses 18 ans pour lui permettre de financer ses projets professionnels et personnels. Donc en gros, c'est donner 5 000 € sans condition de ressources, sans contrepartie, à toutes les personnes qui atteignent 18 ans. Alors moi, moralement, je trouve ça vraiment limite, parce qu'on est limite dans de la corruption des lecteurs, parce que c'est un don. En fait, l'idée, c'est de s'adresser à des ménages qui vont se dire, moi, dans les 5 ans, je vais avoir 1 ou 2 enfants qui vont atteindre la barre des 18 ans. Cool, en votant Anne Hidalgo, j'aurai un chèque de 5 000 €. Donc, c'est vrai que ça paraît... c'est assez limite, c'est encore plus que clientéliste. Alors c'est stupide, parce qu'Anne Hidalgo a fait la même chose il y a quelques mois avec les profs, en disant on va doubler leur salaire en 5 ans. Et ça n'a pas fonctionné. Non, parce que les principaux concernés se doutent bien qu'on se moque d'eux et que c'est intenable. Donc là, rebelote. D'ailleurs, le doublement du salaire des profs n'apparaît pas dans le programme. Mais là, il y a l'idée des 5 000 €. Alors, pour avoir une idée, imaginons qu'Anne Hidalgo soit élue en 2022. La première génération qui bénéficiera de la mesure, c'est la génération 2004. Il y a eu 768 000 naissances en 2004, multiplié par 5 000 €. Donc voilà, pour le déficit, alors là, 2 têtes. Ça fait beaucoup. Je crois que ça doit faire 2 têtes, ça doit être 3,8. Calcule plus vite que nous, Carl. Je crois que c'est à 3,8 2 têtes, mais en tout cas, c'est quand même énorme. Et c'est surtout, c'est sans contrepartie et sans, on va dire, externalité positive. Là, vous lui faites de la pub, il y a peut-être des jeunes qui vont se dire on va voter. Ça vous semble comment, Carl Olive, Ce que je note, c'est que hier, typiquement, programme de Madame Hidalgo, 70 propositions, comme le disait Lucas à juste titre. Rien. Et on n'a rien entendu. Non. Il y a une chose qu'on a entendue, c'est qu'elle a été exfiltrée de la manifestation par un électorat, entre guillemets, pardon d'utiliser cette expression, qui lui serait conditionnel, plutôt favorable. Bien sûr. Et on n'a rien entendu du tout de ces 70 propositions. Il y a à la fois un sujet de communication et aussi un sujet de légitimité à n'en pas douter. En tout cas, là, je suis là pour parler d'un point vraiment du programme. Donc finalement, elle va peut-être être contente, malgré elle. Mais en tout cas, l'idée, c'est l'efficacité de la mesure, parce que comme il n'y a pas de contrepartie, de conditions de ressources, ça veut dire qu'un jeune de 18 ans qui vient d'un milieu favorisé, on va lui donner 5 000 € pour acheter en fait peut-être des produits d'agrément, type des voyages, des produits high-tech, des livres, des habits ou je sais quoi, qu'il aurait pu se payer de toute façon. Et une personne qui est de milieu modeste, je pense pas que ce qu'elle ait besoin, c'est un chèque comme ça de 5 000 €, mais c'est d'avoir un système de formation professionnelle qui marche, une économie en croissance pour qu'elle puisse s'intégrer sur le marché de l'emploi. Et alors, c'est vraiment le degré zéro en fait de la réflexion politique, de dire on arrose sans réfléchir en espérant que ça marche. Et d'ailleurs, petit truc pour terminer, c'est à l'opposé de la social-démocratie, parce que le but de la social-démocratie, c'est une certaine justesse. On dépense de l'argent public et en échange, il y a des externalités positives et un retour sur investissement. Filer 5 000 € à chaque jeune de 18 ans, je vois pas en quoi ça va créer de la croissance, des emplois, favoriser l'innovation. Donc je ne sais même pas comment cette mesure a été validée dans le programme, d'autant plus que les gens qui sont dans le pôle programme du PS, c'est des gens qui sont quand même plutôt pertinents, etc. Donc je ne sais pas comment c'est entré dans le programme. Ouais, c'est pour le moins. Michel, moi, ce que je voulais, c'est juste un petit mot, Valérie, si c'est possible. Déjà, je ne sais pas pourquoi elle a choisi la journée d'hier pour présenter son programme, alors que le sujet, c'était évidemment les manifestations des profs et du corps enseignant. Mais ensuite, ce qui est vraiment fort regrettable, c'est que elle-même, avec cette proposition absurde, et son prédécesseur Benoît Hamon, il y a 5 ans, ont complètement détruit toute possibilité de débat sur le revenu universel, que par exemple un Gaspard Koenig,
avec son cheval, il a fait le Tour de France à cheval, porte depuis longtemps, parce qu'il aurait pu y avoir un vrai débat là-dessus. Mais là-dessus, franchement, enfin, elle gâche aussi ce qui aurait pu être un débat intéressant, mais c'est absolument, effectivement, ridicule et caricatural. Donc, pêle-mêle, je retrouve ses propositions. Elle s'est prononcée pour augmenter le SMIC de 15%, donc de le passer à 2 000 euros net, oui, d'abroger la réforme de l'assurance chômage, de porter la rémunération des enseignants au niveau de celui des cadres, de supprimer Parcoursup, de maintenir à 62 ans l'âge de départ en retraite, de porter le minimum vieillesse à 1 000 euros net et de créer un minimum jeunesse pour les jeunes de plus de 18 ans sans condition de ressources et accorder 5 000 euros de capital à tous les majeurs. Il y a un autre petit truc, juste pour terminer, qui à mon avis va faire parler si la presse ou l'opposition lit le programme. C'est une idée en fait de lutter contre les ghettos scolaires et notamment les collèges avec un programme de mixité obligatoire. En gros, d'emmener des gens de collèges favorisés dans des collèges défavorisés et d'autres de collèges défavorisés dans des collèges favorisés. En plus, en incorporant dans le dispositif les établissements privés sous contrat. Donc ça paraît, c'est vraiment une pétodière à mon avis. Écoutez, moi je crois que c'est la défaite idéologique de la gauche et la victoire de l'écume des choses dans le programme d'Anne Hidalgo, c'est-à-dire qu'en effet, je pense que ça ne franchira pas le mur de l'opinion publique parce qu'il faut le dire, moi je le regrette à titre personnel, la gauche est inaudible, mais aussi et surtout, je crois que cette gauche-là a abdiqué toute capacité à convaincre, elle n'a pas travaillé depuis 5 ans, depuis 10 ans, et donc on revient avec des solutions de facilité, on le voit sur les enseignants. D'ailleurs, elle disait doubler, hier elle ne disait plus doubler, elle disait rattraper progressivement. Donc elle a changé finalement, elle veut plus doubler, elle veut augmenter sensiblement. On le voit là sur la question des jeunes. Et moi, c'est la raison pour laquelle, moi qui suis plutôt de sensibilité de gauche, je crois que la seule gauche de gouvernement aujourd'hui, elle est dans la majorité présidentielle. Je ne suis ni le porte-parole de Territoire de Progrès, ni du président de la République. Mais quand vous voyez qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été faites depuis 5 ans, le dédoublement des CPCE1 dans les REPRE+, le 100% santé, la question du congé paternité, évidemment, il faut aller plus loin et on ne peut pas se satisfaire qu'il y ait 10 millions de Françaises et de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté. Mais je crois aujourd'hui, si vous êtes un électeur de gauche, quand vous voyez cet éparpillement à la fois du casting et de la capacité à proposer un projet qui réponde aux attentes des Français, je crois que c'est la majorité présidentielle qui a fait le job, entre guillemets. Il faut aller beaucoup plus loin, mais c'est regrettable. Et d'ailleurs, je crois que Christiane Taubira doit prendre la parole samedi suite à la primaire populaire pour vraisemblablement annoncer sa candidature. C'est une tragédie. Et je ne vous parle même pas de la polémique suite aux propos du candidat communiste Fabien Roussel sur le vin et le fromage. C'est tragique, c'est une tragédie, tragicomédie politique pour la gauche française, héritière de François Mitterrand. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai pour qui tu votes. Voilà, là c'est peut-être pas tout à fait le cas. Car le livre, c'est un coup de gueule. Oui, c'est un coup de gueule qui est le résultat finalement d'abord d'un coup de cœur. Un coup de cœur parce que, vous le savez, la loi impose aux collectivités, lorsqu'il y a 25% de grévistes, d'assurer un service minimum d'accueil. On a 21 écoles à Poissy, élémentaire, maternelle, et 4000 élèves. Et comme nous avions en prévisionnel 75% de grévistes enseignants, et aucun sujet sur le fait de faire grève, évidemment, chez les enseignants totalement déboussolés, eux aussi fatigués par peu de lisibilité sur notamment les protocoles sanitaires, nous avons organisé un service minimum d'accueil et nous avons réussi, et c'est un exploit je pense, le fait d'ouvrir nos 21 écoles grâce aux agents, à la remobilisation d'un certain nombre de services comme les éducateurs du service des sports, les collègues de la médiathèque, les animateurs, les ATSEM, les agents de la ville, les élus pour le déjeuner. Et malheureusement, à côté de ça, on a eu du sabotage notamment dans une école, et je vais vous expliquer malheureusement le dramatique de la situation, qui volontairement a inscrit sur la grille école fermée jeudi 13 janvier, grève. Et on a des parents qui n'ont pas pu déposer leurs gamins, et notamment, j'ai été interpellé de façon furieuse, et je peux le comprendre, par une maman isolée avec 2 enfants, qui travaille au service de chimiothérapie de l'hôpital Poissy-Saint-Germain, qui a cru en la bonne parole, entre guillemets, de la directrice, des directeurs, et qui n'a pas pu mettre ces gamins-là. Et je trouve que c'est inacceptable, inadmissible, et c'est honteux. Pourquoi ? Parce que dans le rôle, je pense, d'un maire et d'une collectivité, c'est aussi de venir en aide aux parents et permettre aux enfants, malgré tout, d'être accueillis quand ils peuvent être accueillis. Alors évidemment, il n'y a pas d'enseignement de mathématiques, de français, etc. Mais il y a un accueil qui permet aux parents de continuer à travailler, et surtout à celles et ceux qui sauvent directement ou indirectement des vies, de pouvoir le faire. Mais donc voilà, est-ce que c'est toujours possible ?
Est-ce que c'est possible partout dans toutes les communes et pourquoi est-ce que cette école le sujet n'est pas là, Valérie Expert. Je pense que le fait que tous les collègues maires de France, de gauche comme de droite, ont fait ce qu'ils devaient faire avec les moyens qui étaient les leurs. Certains ont transformé cet accueil qui est sans exclusive à Poissy en accueil prioritaire. On peut le comprendre parce qu'il y a moins de personnel. C'est près d'une centaine de personnes à mobiliser quasiment en 48 heures. Pour autant, on a le droit de faire grève et je comprends les enseignants qui sont déboussolés encore une fois, mais je ne comprends pas que cette continuité du service public soit volontairement et politiquement bafouée par celles et ceux qui finalement ne sont pas pour le coup dans leur cœur de métier. Oui. Je ne sais pas si je peux poser une question à Carl Olive, mais est-ce que vous savez combien y a-t-il d'écoles qui ont assuré ce service minimum? Enfin, je vous avoue que vous me l'apprenez, que normalement la loi oblige à ce qu'il y ait un service minimum d'ouverture de classes, d'écoles, lorsqu'il y a plus de 25% de grévistes. Moi, j'en tombe par terre. Parce qu'à ma connaissance, je me suis un peu baladé, enfin j'ai des amis anciens, etc. Moi, je connais plus d'écoles qui étaient entièrement fermées hier. Est-ce qu'on sait combien de... Enfin, moi, je trouve ça incroyable, quoi. Pour le coup, encore une loi qui n'est pas respectée, quoi. Non, Michel, c'est peut-être pas ça. C'est la volonté, pour moi, délibérée d'apposer un panneau en disant l'école est fermée jeudi 13 janvier pour grève, plutôt que de dire on ne fera pas école ce jeudi. C'est jouer avec les mots, et les mots ont un sens. Et surtout, quand on est de l'éducation nationale. Et il y a 72 heures maintenant, l'inspectrice de l'éducation nationale savait que la ville de Poissy ouvrait un service minimum d'accueil pour l'ensemble des écoles et pour l'ensemble des élèves. Donc pour moi, c'est vraiment... pour moi, c'est une faute. Je l'ai fait savoir à la direction académique. Et c'est inacceptable. Parce que qui c'est qui en prend plein la figure? C'est Bibi à l'arrivée. Et c'est inacceptable parce que mes agents ont fait un travail exceptionnel et je les en remercie encore une fois. On va passer à votre coup de gueule, Jad Zahab. Oui, je vais vous parler, alors ça date de cette semaine, des vœux d'Éric Zemmour et à la presse et de ce qu'il dit de son projet de société et de ce qu'il veut s'il est élu président de la République. Alors on a un extrait, je ne sais pas si ça correspond, on va écouter. Dans un an, jour pour jour, je vous inviterai à l'Élysée et nos relations ne seront plus les mêmes. Vous vous adresserez à moi avec respect, admiration, sollicitude et même un brin d'hypocrisie. Mais qui ne vous aime pas? Le peuple, mes bons amis. Le peuple vous en veut. Et malheureusement, il a raison de vous en vouloir. Je peux vous dire que pas une fois, mais pas une seule, même pas en rêve, le moindre Français ne m'a dit « Oh, arrêtez de dire du mal des journalistes, moi j'aime les journalistes ». C'est avec sincérité et, je vous l'avoue, un brin de confraternité nostalgique que je vous souhaite une belle et bonne année 2022. Voilà. Oui, vraiment, il a bien fait de rajouter qu'il souhaitait une bonne année parce qu'on n'avait pas bien compris. En réalité, chacun comprend bien dans ses propos qu'il ne s'adresse pas aux journalistes, mais aux électeurs. Et il me semble que ces propos-là sont très graves. Alors, vous avez cité le premier extrait dans lequel, grosso modo, il se fait le ventriloque du peuple. J'ai pas envie de vous faire des cours de sciences politiques, mais par essence, le peuple n'existe pas. C'est une construction, c'est une addition d'opinions. Et donc, lui, Éric Zemmour, il se prétend ce ventriloque du peuple qu'il fait exister et surtout dont il se fait le porte-parole. Mais qu'est-ce qu'il dit en creux dans ces mots que vous venez de diffuser? Il dit grosso modo, le peuple ne vous aime pas et il a raison de ne pas vous aimer. L'année dernière, le Conseil de l'Europe a pointé les violences qui ont été faites aux journalistes et qui sont en France à peu près du même niveau que la Pologne, la Turquie, l'Ukraine, le Royaume-Uni. Alors évidemment, il n'y a pas de quoi être fier parce que quand on attaque des journalistes, c'est la liberté d'expression qu'on attaque, mais dans ces mots, Éric Zemmour, d'une certaine manière, il justifie, voire même il l'encourage à la violence. Quelques minutes plus tard, il a dit une phrase, je cite, « Élu président, je vous libérerai », donc aux journalistes, « vous découvrirez la joie de ne plus vous soumettre ». À quoi fait-il référence? Il critique les journalistes, notamment du service public, qu'il accuse d'être idéologiquement orientés. Alors là, si on peut évidemment accepter que des journalistes soient critiqués individuellement, on est dans une démocratie, on a le droit de dire tel ou tel n'est pas d'accord, mais en sous-texte, il y a sa volonté de privatiser le service public audiovisuel. Et là-dessus, alors première réflexion, c'est curieux pour quelqu'un qui défend la France et la spécificité française de vouloir privatiser le service public audiovisuel parce que c'est évidemment les médias, mais c'est aussi la création
création audiovisuelle, c'est le cinéma, c'est des films qui sont offerts au public. Et donc, c'est la particularité française. Et donc, là-dessus, il est en guerre idéologique, on l'a compris. Et dernière phrase, et je fais le lien avec son meeting de Villepinte, il disait à Villepinte, les journalistes veulent ma mort sociale, les juges sont aux ordres, les journalistes sont militants, ils veulent vous voler la démocratie. Cette phrase me semble extrêmement grave. On a fêté cette semaine, on a commémoré la première année de l'invasion du Capitole à Washington par des supporters de Donald Trump qui, obnubilés par les fausses informations qu'on leur avait mis dans la tête, pensaient défendre la démocratie alors qu'en réalité ils en étaient les fossoyeurs. Que dit Éric Zemmour à ces Françaises et ces Français aujourd'hui, 90 jours avant l'élection? Il les prépare mentalement à ce que potentiellement ces gens, les juges, les journalistes vont leur voler leur élection. Mais les supporters d'Éric Zemmour et bien d'autres d'ailleurs accepteront-ils le résultat des élections? Éric Zemmour acceptera-t-il le résultat des élections s'il perd? Que dira-t-il s'il perd? Et je crois que précisément vous avez dans cette phrase-là, mais de manière générale dans ses vœux qu'il a fait aux journalistes, la démonstration de ce qu'Éric Zemmour veut, une démocratie illibérale, comme ce qu'on a en Hongrie, ce que d'autres appellent une démocrature. Et d'ailleurs, il avait dit très simplement que lui, les contre-pouvoirs, ça l'intéressait peu. Et donc, en effet, un parlement aux ordres, des juges aux ordres et des journalistes aux ordres, ça me semble absolument dramatique. On peut débattre face à Zemmour, mais en l'occurrence, le dessin qu'il fait de sa société est une société qui est absolument qui est une atteinte grave à nos libertés fondamentales qu'il prétend défendre. Alors, on va revenir sur ce que vous venez de dire, évidemment. On est obligé de s'arrêter pour la pub, ça tombe mal, mais c'est comme ça et on se retrouve tout de suite sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à midi, on a pas mal de choses à évoquer, mais c'est vrai que le coup de gueule de Jad Zahab, à propos des vœux d'Éric Zemmour à la presse, vous fait réagir, oui, Lucas. Parce que étant journaliste, je me sens quelque peu visé. Alors je vais répondre en 3 points. Le premier, c'est que quand il dit que la radio publique est un repère de gauchistes, etc., je le conseille tout simplement d'écouter la radio. Le matin, vous avez des gens du Figaro, du Point, de Marianne qui sont invités, donc c'est quand même assez équilibré. Après, l'idée de dire que tous les journalistes sont formatés, sont des gauchistes, etc., en fait, je lui conseille de regarder un peu le profil des nouveaux journalistes. Et moi, honnêtement, pour en fréquenter pas mal et pour aller sur pas mal de plateaux, je remarque qu'il y a beaucoup de jeunes journalistes qui sont vraiment à droite, voire très à droite, que ce soit Valeurs Actuelles avec leur site VA+, Livre Noir qui s'est lancé il y a pas longtemps, qui marche super bien, Figaro Vox. En fait, il y a beaucoup de journalistes de droite. Et bizarrement, sur les plateaux, moi, je croise très peu de journalistes qui sont vraiment en gauche, type journaliste Europe Écologie Les Verts ou partisan de Mélenchon. On a très peu. Donc, je pense vraiment que la balance idéologique des journalistes est plutôt à droite qu'à gauche. Donc, l'idée de dire que c'est des gauchistes, etc., c'est totalement infondé et c'est contredit par les faits. Oui, il dit qu'ils sont aux ordres de Macron, ça va plus loin et c'est ce qu'on nous reproche aussi de temps en temps, alors que je pense qu'on a une variété d'invités. Je pense pas, je pense que la presse est juste avec Macron, il y en a certains qui sont durs, d'autres qui sont partisans, c'est la démocratie. Mais après, ce qui est assez intéressant, c'est le stratagème politique de s'attaquer aux journalistes. En fait, très clairement, il s'inspire de Donald Trump. Donald Trump s'en était pris aux journalistes et en fait ce que veut faire Zemmour, c'est exactement ce qu'a fait Trump, c'est-à-dire une alliance entre la bourgeoisie ultra-conservatrice et les classes populaires. Le truc, c'est que cette stratégie, elle est vouée à l'échec, parce que les classes populaires votent majoritairement Marine Le Pen. Donc tant qu'il y a Marine Le Pen dans le paysage politique, la stratégie de Zemmour, elle est vouée à l'échec, ça lui permettra pas d'être président. En revanche, ça permet d'instiller une méfiance contre les journalistes, et concrètement, nous on essaye au quotidien de faire notre travail le mieux possible. On essaye de documenter, on essaye de sourcer ce qu'on dit. Donc voilà, je trouve que c'est un peu... Et en plus, il est journaliste, donc il sait très bien qu'il dit n'importe quoi. Oui, Eric. Pardon, Carl Olive. Je pense que c'est dramatique ces propos d'Éric Zemmour à l'endroit des médias. Et on ne mesure pas le coup d'après. C'est l'art et la manière de à la fois souffler sur les braises et d'attiser la haine sur le terrain. Je revois ces images de votre confrère Paul Laroutourou face à des antivax où ces gens-là totalement irrationnels viennent lui dire on va te péter la gueule, suppôt de Macron, etc. C'est insupportable. On ne mesure pas dans ce pays, je dis souvent, j'ai aussi fait un bouquin qui dit qu'on n'est jamais aussi français quand on est à l'étranger, le bonheur que nous avons d'avoir une liberté d'expression et le bonheur de considérer la presse en général, les médias, etc., quel que soit leur support, comme des digues pour la démocratie. Mais ce type de propos attise encore un petit peu plus la haine sur le terrain et vient fracturer cette société qui ne demande finalement que ça actuellement avec des clivages, quels qu'ils soient, et encore une fois irrationnels. Oui,
Oui, Michel. Non, juste deux petites choses. À limite, je préfère un Zemmour qui dit beaucoup de mal des journalistes avant d'arriver au pouvoir, et je ne pense pas qu'il arrivera au pouvoir, mais enfin bon, on ne sait jamais, et qui pourrait ensuite avoir de meilleures relations qu'un candidat à l'élection présidentielle qui n'arrête pas d'entretenir des relations extrêmement, on va dire, amicales avec les journalistes, et qu'une fois arrivé au pouvoir, les méprise et les tient à très grande distance. Moi, ça ne me gêne pas. Moi, ça ne me gêne pas qu'on critique le quatrième pouvoir que sont les médias. Honnêtement, c'est beaucoup plus qu'une critique, c'est une incitation à la violence. C'est pas juste une critique. C'est pas juste une critique, là, c'est un peu différent. Bien sûr, mais là je parlais, au-delà de ce qu'a dit Zemmour, c'est-à-dire, je pense qu'on doit pouvoir débattre aussi sur et faire un exercice un petit peu de, voilà, je pense que Zemmour a eu complètement tort. On le fait déjà, on est les premiers à se remettre en cause au quotidien. Encore une fois, on n'est pas non plus inattaquable sur plein de choses. Donc, non, mais c'est pas la question. Et puis, mais je vois, il y a un auditeur qui me dit, expliquez-moi pourquoi en 14 jours, les journalistes français ont très peu relayé les 8 églises profanées. Ça aurait été un autre lieu de culte, ça aurait fait tous les médias. Alors effectivement, il y a parfois mais c'est pas de la censure. Je pense que oui, il y a des choix qui sont faits, mais pas forcément politiques. C'est un peu ça. Et effectivement, les journalistes, on a des biais qu'on est les premiers à reconnaître. Le premier biais, c'est que les premiers à reconnaître. Si, honnêtement, quand on regarde les journalistes, je crois qu'il y a 80% de la profession qui est basée à Paris ou en Île-de-France. Donc effectivement, il y a certains sujets qu'on va surtraiter. Donc, par exemple, ce qui s'est passé à Sciences Po Grenoble, ça a été surtraité, parce que la plupart des journalistes ont fait Sciences Po, et donc c'est beaucoup mis en avant par rapport à ce que ça représente. Et effectivement, des églises qui vont être profanées en province, on y a moins accès. Mais un auditeur aussi dit, Zemmour a raison sur toute la ligne, les journalistes sont tous de gauche, ils ne s'opposent plus au pouvoir. D'ailleurs, Macron vient de les arroser de plusieurs millions. Alors, je vais donner l'exemple, alors vous allez me dire que c'est peut-être... et peut-être microscopique, mais hier, le reportage sur Mimi Marchand, on ne peut pas dire que le service public cire les pompes du gouvernement. Il dénonce aussi le rôle de Mimi Marchand auprès du président de la République. Donc, si c'était une sorte de dictature médiatique, la présidente de France Télévisions ou n'importe qui aurait dit non, on ne traite pas de ce sujet. Donc, on ne peut pas globaliser, généraliser. Il y a une forme il y a une grande liberté de ce que disait Carl Olive en France dans l'expression des journalistes et des médias. Et il n'y a pas de consignes qui sont données par l'Élysée. Enfin, jamais. Il faut rappeler aussi à Éric Zemmour qu'on n'est plus au temps de Charles de Gaulle quand la télévision publique prenait ses ordres à l'Élysée. Le service public des médias aujourd'hui, c'est au service du public, payé par le public, mais ce sont des autorités administratives indépendantes. Et donc, quand il dit « quand moi je serai président, je vous libérerai, vous les journalistes, vous aurez la joie de ne plus vous soumettre », on a l'impression que, au contraire, il va faire ce qu'il reproche aujourd'hui, c'est-à-dire imposer une idéologie. Et pour réagir en 30 secondes sur ce que disait Carl Olive en disant les journalistes sont la meilleure force de la démocratie, oui bien sûr, mais si vous analysez le discours d'Éric Zemmour, il considère qu'on n'est plus dans une démocratie. Il dit les juges ont pris le pouvoir, et c'est le sujet sur lequel je travaille actuellement pour un prochain livre. Il y a une partie de la classe politique pour qui l'état de droit n'est plus la solution mais le problème. Il dit regardez, les juges ont pris le pouvoir sur la démocratie, il dit les journalistes ont pris le pouvoir sur la démocratie, et bien sûr qu'on a le droit de critiquer, mais quand on essentialise et qu'on dit les journalistes comme si c'était une caste et une classe politique, une classe uniforme, je crois qu'il se trompe de sujet. D'ailleurs, il y a une mission actuellement au Sénat sur la concentration médiatique, c'est-à-dire les grands groupes qui possèdent les médias, et M. Zemmour a été très largement propulsé par M. Bolloré et par CNews, et donc il n'ignore pas aussi qu'il y a un vrai sujet d'indépendance des médias démocratiques, pas que le service public, mais plein d'autres aussi. Donc la polémique dit quelque chose de notre époque qui valorise l'antagonisme, qui valorise le manichéisme, qui valorise le dogmatisme. Éric Zemmour en est, et même s'il n'est pas élu, je crains que ce qu'il dit aujourd'hui aura des conséquences et fait des dégâts. On marque une pause, on se retrouve dans un instant. On va parler de l'armée dans les quartiers. À tout de suite. Les débats avec vous jusqu'à midi. Alors on a pas mal de sujets encore à traiter. Il y a cette. Alors Christian Estrosi, est-ce qu'il pense vraiment ce qu'il dit quand il dit qu'il faut confiner et priver d'assurance chômage les non vaccinés, ou comme je l'entendais ce matin, c'est un CV qu'il envoie au président de la République pour devenir ministre de l'Intérieur? C'est tout à fait ça. C'est comme parfois dans les cours de récréation du collège, il y a le petit chef. Il y a ceux qui veulent être proches du petit chef et qui vont lui faire de la lèche en reprenant ses propos et en les
exagérant. Là, c'est exactement ça. Macron a dit qu'il fallait emmerder les non-vaccinés. Donc lui trouve une façon de détourner pour emmerder les non-vaccinés, sachant que l'assurance chômage, de toute façon, on la cotise, on travaille, on y a droit. Il le sait très bien en plus. Et confiner les non-vaccinés, c'est impossible aussi, c'est anticonstitutionnel. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez, Carl Lee? Je pense que c'est la manifestation. Alors, tout ce qui est excessif est insignifiant, mais c'est la manifestation pour moi d'un ras-le-bol aussi qu'on entend au quotidien à un seul endroit. Et je pense que c'est ce à quoi fait référence, sans le dire, Christian Estrosi, c'est les hôpitaux. Et aujourd'hui, dans les hôpitaux, les infectiologues, les professeurs, que ce soit aux urgences, en réanimation médicale ou sur les services d'infectiologie, nous disent que les non-vaccinés perturbent considérablement les services. Les déprogrammations, qu'on le veuille ou non, j'ai le cas moi à Poissy-Saint-Germain, sont liées au fait que sur 14 personnes par exemple qui occupent des lits en réanimation médicale en Covid, ce qu'on appelle Covid+, sont 14 personnes non vaccinées. Et donc ces personnes non vaccinées, de fait, vont rester très longtemps, et c'est normal pour les soigner, dans les lits de réanimation médicale. Mais pendant ce temps-là, une personne qui devait se faire opérer, qui aurait pu être en réanimation médicale, est déprogrammée vers d'autres établissements. Et c'est vrai que ça fatigue, que les services sont saturés, pas seulement à cause des non-vaccinés, mais en grande partie. Aujourd'hui, mon épouse est directrice d'EHPAD. Aujourd'hui, elle dit depuis 1 an et demi, comme l'infectiologue, une sommité à Poissy-Saint-Germain, une personne qui est non vaccinée, qui malheureusement attrape la bébête, elle a peu de chances de s'en sortir. Alors qu'une personne qui est vaccinée, qui a son schéma vaccinal complet, aura peut-être quelques douleurs, quelques effets. Elle pourra en grande majorité être asymptomatique. J'en profite pour dire... Arrêtons d'emmerder les asymptomatiques, laissons-les tranquilles, fin de la parenthèse. Oui, mais c'est pas ce qu'a décidé le président de la République, Carl. Michel, il y a peut-être que les cons qui changent pas d'avis. Il y a peut-être que les cons qui changent pas d'avis. Le président de la République, c'est pas le docteur Olive dans le Cluedo. Et peut-être que à un moment donné, le bon sens dans ce pays va prendre le relais sur des politiques qui veulent être médecins. Juste, je termine, Michel. Et des médecins qui veulent être politiques. Les décisions, elles proviennent bien des sachants. On peut en mettre plein la figure sur Jean-Michel Blanquer. C'est pas Jean-Michel Blanquer qui du jour au lendemain a décidé qu'il fallait 3 tests puis 2 tests. Donc c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs des conseils sanitaires qui sont régulièrement faits. Maintenant, il faut qu'on simplifie les choses. Et je pense que nos jeunes aujourd'hui qui sont asymptomatiques, c'est pas la peine qu'ils aillent se faire tester. C'est les infectiologues qui nous disent cela. Quelqu'un qui a des douleurs, il faut qu'il se fasse vacciner. D'ailleurs, je veux dire ici à l'antenne de Sud Radio que la semaine prochaine, on ouvre un nouveau centre de dépistage à Poissy qui sera dédié aux enfants, pour qu'on évite de faire la queue comme on le voit sur les officines. Mais encore une fois, je pense qu'il faut qu'on fasse preuve de bon sens. Et pour en revenir à la question qui était posée à l'instant, je crois, encore une fois, que la porte d'entrée, donc la manifestation de ce ras-le-bol concernant les non-vaccinés, la porte d'entrée, c'est les hôpitaux, la réanimation médicale et les urgences. Mais il sait très bien que ces propositions sont... Christian Estrosi, sont impossibles, inapplicables. Oui, mais Valérie, Michel Taube. Moi, ce que je veux dire, c'est ce qui me met en colère, c'est que c'est pire que ça. C'est que lorsque le président de la République dit on va les emmerder, et que le maire de Nice, qui est quand même pas n'importe qui, dit on va supprimer les allocations chômage à un non-vacciné qui est hospitalisé. En fait, il met de l'huile sur le feu, il n'encourage pas par ses propos les non-vaccinés à se vacciner. Il transforme des non-vaccinés en anti-vax. Il clive la société et ça n'est pas leur rôle. Et moi, ce que je suis en train vraiment de craindre, c'est qu'en fait, le coup de maître que moi j'ai soutenu, qu'avait fait le président de la République le 12 juillet en appelant les Français à se vacciner par le pass sanitaire et qui a été un grand succès et qui a, selon moi, été le jour où Emmanuel Macron a enfin fait preuve d'autorité, suivi d'autorité, dans le discours et dans les actes. Mais là, actuellement, c'est tout et n'importe quoi, c'est des messages totalement contradictoires, des injonctions paradoxales, de la complexité partout et de la démagogie par les propos de Christian Estrosi. Mais résultat, c'est qu'on va avoir moins de vaccinés, c'est que la courbe de vaccination, elle va freiner et qu'au moment où le pass vaccinal va rentrer en vigueur, eh ben, les Français seront tellement écœurés qu'ils n'auront surtout pas envie de se vacciner pour ceux qui ne l'ont pas fait. Et ça, c'est irresponsable de la part de Christian Estrosi, comme la phrase qu'a tenue le président de la République en disant
disant qu'il fallait emmerder les non-vaccinés. Enfin, il y a eu 66 000 vaccinés le lendemain de cette phrase. Oui, alors c'est pas beaucoup. C'est peut-être aussi la conséquence et la suite de l'annonce du pass vaccinal, qui est d'ailleurs examiné en ce moment en seconde lecture à l'Assemblée nationale. Mais dans les propos de Christian Estrosi, je trouve en effet qu'ils sont déplacés. Ce que ça dit, c'est qu'on est dans une situation dans la société française, il y a un hiatus entre la responsabilité morale et la responsabilité légale. À titre personnel, je pense que nous avons tous individuellement une responsabilité morale à nous faire vacciner. Dans la vaccination, on le fait pour soi-même et pour les autres. Mais je pense que là, on convaincra plus ceux qui veulent pas se faire vacciner. Mais sur la responsabilité légale aujourd'hui, du point de vue du droit, la vaccination n'est pas obligatoire du point de vue de la loi. Et donc prendre des sanctions sur la base d'une obligation qui n'existe pas, ça me semble complètement déplacé. Et puis surtout, ça abaisse la parole politique parce qu'on sort de 2 ans de pandémie où il y a eu une mise en scène de la controverse scientifique et médicale dans les médias. Et donc vous entendez le matin à 8h qu'il faut fermer les écoles, à 8h30 qu'il ne faut pas, à 9h. Donc la décision politique est très difficile parce qu'en effet, la parole scientifique a été exposée dans les médias. Et puis la conséquence de ça, c'est une érosion de la parole politique. Parce que moi, je le dis en toute simplicité, nous devons toutes et tous avoir l'humilité de comprendre que les politiques prennent les décisions les moins pires. Il n'y a pas de bonnes décisions, il n'y a que des mauvaises décisions, avec une science qui change, peut-être pas toutes les heures, mais en tout cas tous les jours. La vérité du lundi, le mardi, elle peut avoir changé, et le mercredi, elle peut être devenue complètement fausse. Donc en effet, Jean-Michel Blanquer, il prend des décisions sur la base des informations qu'il a. Ça n'empêche pas que, par exemple, la question des purificateurs d'air ou la question du protocole sanitaire qui est annoncé pour la rentrée le dimanche soir, ça n'empêche pas évidemment qu'on critique. Mais sur ce genre moi, vous le mentionniez tout à l'heure, il y a en France une crise des consentements majeure à l'autorité de l'État. Et la pandémie, doublée de la désinformation, a tendance à renforcer cette contestation qui peut parfois être violente. Et donc, il faut raison garder. Je trouve que les propos de Christian Estrosi ne vont pas dans le sens d'unifier ce commun face à l'enjeu qui reste quand même le virus et le soutien aux soignants. Lucas Jakubowicz. Bon, rien de plus à ajouter, si ce n'est que c'est des postures qui vont sûrement pourrir la campagne électorale. On va parler des non-vaccinés qui sont considérés comme boucs émissaires au lieu de parler de logement, de pouvoir d'achat, d'affaires étrangères, etc. Et je trouve ça dommage pour le débat public. Alors, dans le débat, il y a les déclarations de Valérie Pécresse lors de son déplacement en Provence. Là, c'était la semaine dernière, mais c'est un sujet qui fait son chemin à propos de sécuriser des zones, sécurisation des zones menées par des brigades coups de poing dans des zones de non-droit. En France, nous allons mettre en place des brigades coups de poing, a-t-elle dit, incluant des moyens numériques, le fisc, mais aussi l'armée, afin de sécuriser les périmètres d'intervention. C'est peut-être vers Monsieur le maire que je vais me tourner en premier, car le livre, ça vous dit quoi, ça, d'envoyer l'armée? Alors, je lisais ce matin que c'est Frédéric Pechnard, ancien directeur général de la police, Thibault de Montbrial, avocat, plusieurs personnalités qui connaissent bien le domaine de la sécurité, qui sont à l'initiative de cette mesure. Oui, et puis il faut rappeler qu'Éric Ciotti a fait un peu plus de 30% aux dernières élections de primaire et qu'il faut lui donner quitus. Encore une fois, je pense qu'on a un sujet aujourd'hui de sentinelles dans nos quartiers qui ne sont pas là pour intervenir, qui sont là pour, entre guillemets, surveiller, qu'on voit d'ailleurs encore aujourd'hui dans nos collectivités, auprès des lieux de culte, je pense aux synagogues notamment, près de nos églises, etc. Il y a des outils qui existent, et je pense qu'il faut utiliser ces outils. On a des plans de prévention de tous les risques qui nous permettent de baisser les taux de délinquance, mais encore une fois, je pense que c'est certainement pas en envoyant un message qui, de toute façon, va attiser plutôt la haine dans les quartiers plutôt que de rapprocher les uns et les autres. Pour autant, je pense qu'il faut des mesures, encore une fois on parlait de règles du jeu, qui soient des mesures qui sont claires. Je vous donne un exemple. À Poissy, nous donnons sans condition de ressources 50 € pour celles et ceux qui s'inscrivent dans une association sportive ou une association culturelle. La moindre des choses, c'est qu'en face, à côté de ces droits, il y ait un devoir qui s'appelle le devoir du citoyen. Quand à 2h du matin, un gamin de 12 ans des quartiers populaires brise un abribus, je ne suis pas là pour l'embrasser sur la bouche et je lui retire son aide dans ces associations. Ce qui me permet de retisser le lien avec les familles, car ce lien est perdu. C'est comme ça qu'on commence à retisser un petit peu, encore une fois, ce lien. Oui, Poissy n'est pas les quartiers nord de Marseille, n'est pas ces zones où c'est encore plus compliqué peut-être d'intervenir. Je pense que dans ce pays, pardon Valérie Expert, mais dans ce pays, la moindre des choses, ça serait de rappeler les règles. Les gens ne connaissent pas les règles. Et
parce qu'ils ne connaissent pas les règles, soit on les interprète, soit des collègues, et c'est pas un jugement, c'est un constat, font preuve de laxisme en faisant l'autruche. Aujourd'hui, il nous faut une réciprocité entre les droits et les devoirs. Il nous faut être juste et ferme dans ce que nous avons à faire à l'endroit de nos administrés. Mais typiquement, avant d'envoyer les militaires, commençons par utiliser l'arsenal juridique en possession des maires. Mais pour cela, Jacques Chirac, il y a tous greffe dans ce pays, sauf les couilles par manque de donneur. Oui, c'est dit. Alors Michel et puis après Lucas. Oui. Alors, moi, je salue la et salue, c'est intéressant comme lapsus. Non, je salue la politique de Carl Olive qui est au plus près de ses concitoyens et qui effectivement, je le sais, fait un maillage du territoire vraiment au plus proche, encore une fois, des personnes en difficulté, et la présence de la police au plus près des quartiers, tout ça, c'est absolument indispensable. Mais en revanche, quelle réciprocité peut-on proposer à des délinquants, à des trafiquants de drogue, à des islamistes complètement radicalisés, comme il y en a dans de nombreux quartiers de France? Là, on ne peut plus parler de réciprocité, on ne peut plus parler de mesures sociales. Si on en est à parler de l'intervention de l'armée, alors ce n'est pas ça l'idée principale de cette proposition, c'est surtout d'envoyer des brigades coup de poing qui interviennent de façon plus efficace dans les lieux où effectivement il y a des accès de violence et de coupures vis-à-vis de la société. Mais quand même, franchement, je pense que on ne peut pas malheureusement parler de réciprocité dans ces nombreux territoires perdus de la République où malheureusement on en est à devoir faire intervenir l'autorité de l'État, non pas dans le discours d'un président de la République comme il l'a fait à Nice, mais véritablement dans les faits. Et donc je trouve que cette idée de brigade coup de poing beaucoup plus dotée, elle est malheureusement nécessaire dans certains quartiers et dans certaines situations qui sont de plus en plus nombreuses. Elle ne tiendra jamais lieu de solution aux problèmes vécus dans ces territoires, mais elle peut quand même permettre de enfin faire un petit peu peur à ces délinquants et à ces criminels qui malheureusement gouvernent dans certains de ces quartiers. Avec quelles conséquences? On va marquer une pause et vous pourrez répondre à ce qui vient d'être dit. À tout de suite sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio, on était sur le débat autour de l'armée dans les quartiers proposé par Valérie Pécresse. On en parle avec vous, Lucas. Vous vouliez réagir? Oui, dire qu'en fait, dans les quartiers, il y a vraiment deux types de délinquance. Il y a de la grosse délinquance, trafic de drogue, banditisme, parfois islamisme. Il y a de la petite délinquance, c'est celle qui pourrit le plus la vie au quotidien. Par exemple, casser les abribus. Est-ce qu'on va envoyer l'armée pour empêcher des gens de casser des abribus? C'est totalement disproportionné. Et alors, scoop, il y a des gens qui peuvent mettre de l'ordre dans les quartiers. Ces gens-là, ils s'appellent la police. Ouais. La police, ils ont eu des crédits coupés sous la droite. Oui. Gouvernement dans lequel était Valérie Pécresse. Et en fait, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils font du très bon travail. Ils sont présents sur le terrain. Et après, il y a un autre truc qui s'appelle la justice. Il y a la justice qui est parfois laxiste. Alors peut-être que avant de faire venir l'armée, on devrait peut-être investir dans la justice, ouvrir des places de prison, créer des postes de procureurs pour que la petite délinquance ne soit plus impunie, pour faire de la prévention. Et alors peut-être que la piste dont on pourrait s'inspirer, c'est New York dans les années 90, qui est une ville qui était vraiment théorie de la vitre brisée, qui était vraiment gangrénée par la grande et la petite délinquance. Il y a eu un maire qui depuis un peu parti en sucette, qui s'appelle Rudolph Giuliani, qui a vraiment investi dans les forces de l'ordre. D'ailleurs, beaucoup de policiers étaient issus des quartiers, donc ça permettait aussi de tisser du lien. Et la délinquance à New York qui a baissé de manière spectaculaire. Alors, la solution serait peut-être à chercher du côté New York plutôt que du côté d'espèces de milices militaires, comme ça se fait par exemple au Brésil. Et d'ailleurs, plus l'armée intervient dans les quartiers, parce qu'il y a certains pays où ça existe, Afrique du Sud, Brésil, Philippines, plus la délinquance augmente. En fait, il y a un lien de causalité entre faire intervenir l'armée et augmenter la délinquance. Oui, puisque on évoquait un papier dans le Parisien ce matin qui évoquait quand l'armée intervient, elle arrive avec des armes. Donc c'est aussi une escalade qui est risquée. Moi, je crois que cette proposition de Valérie Pécresse, c'est encore une fois la victoire du vide le plus intersidéral, et ça démontre que la droite française est incapable de travailler et que ça fait 5 ans qu'elle n'a pas travaillé. Comme la gauche, en fait.
Sans doute aussi. Une citation de Paul Valéry: la faiblesse de la force est de ne croire qu'à la force. Ça fait 10 ans, et j'ai travaillé dans mon dernier livre, ça fait 10 ans qu'il y a eu en moyenne chaque année au moins une loi de sécurité ou une loi qui vise à augmenter les moyens pour la police ou pour la prison. Force est de constater que ça ne fonctionne pas. Et on ne réglera pas, c'est mon point de vue personnel, la question de l'insécurité uniquement par le régalien. Et donc en effet, je souscris à ce que vous avez dit, monsieur le maire, il y a la nécessité d'avoir à la fois des politiques de prévention en matière d'éducation, en matière de services publics, en matière de culture, et bien sûr une justice ferme. On en est là dans les zones de non-droit. Non, mais vous avez raison. Et bien sûr une justice ferme et une sécurité, un continuum police-justice qui existe. Mais par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, moi je ne peux pas laisser dire que la majorité des gens radicalisés seraient dans les quartiers. La radicalisation, j'y ai aussi beaucoup travaillé. Aujourd'hui, elle se fait surtout par Internet, et donc quand on dit que c'est dans les quartiers, on stigmatise une certaine population. Mais pour Valérie Pécresse, et pour revenir très rapidement, elle a parlé la semaine dernière du Karcher, de ressortir le Karcher. Alors déjà, la marque l'a rappelé à l'ordre en disant qu'il fallait qu'elle arrête de l'employer, mais quel est le sous-texte de quand elle dit on va aller nettoyer au Karcher? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui sont les gens qui sont sales? Pourquoi sont-ils sales? Qu'est-ce qu'elle veut dire par... et qu'est-ce qu'elle... Non, mais c'est très important sur le sous-texte que ça convoque. Qu'est-ce que ça dit des 5 millions de Françaises, et elle pense de Français qui habitent là-bas? Sont-ils sales? Sont-ils des sous-Français? Je pense qu'elle fait appel là à ce que la droite française a de plus raciste et xénophobe. Ensuite, quand elle dit il faut en effet envoyer l'armée, l'armée, ça fait la guerre. Contre qui faut-il aller faire la guerre? Les gens qui sont là-bas ne sont-ils pas des Français? Et enfin, je fais lien avec une de ces autres mesures, parce que c'est dans son programme, et alors ça, moi, les bras m'en tombent. Elle veut, pour les délits et pour les crimes, une circonstance aggravante pour certains quartiers. Elle dit, il y aura une loi, mais si vous êtes dans ces quartiers-là, votre peine sera plus importante. Ça veut dire une loi différente en fonction de là où vous habitez. Alors pour quelqu'un qui défend l'indivisibilité de la République, je trouve qu'elle aussi fait partie des gens pour qui l'état de droit pas constitutionnel non plus. Pas constitutionnel, mais c'est vous dire à quel point la droite est dans une dérive idéologique. Elle est complètement déconnectée du réel et elle fait strictement n'importe quoi. Oui. C'est mon avis, bien sûr. Sur la justice, parce qu'on en parlait un petit peu hors antenne, sur la difficulté que vous avez quand un délinquant est arrêté le vendredi soir et que le samedi on le retrouve chez lui avec un rappel à la loi. C'est vrai que là il y a un problème. Alors, on a un vrai sujet, et j'ai hurlé depuis 7 ans, quels que furent les gardes des Sceaux qui se sont succédés, pour expliquer que comment on peut imaginer qu'un jeune qui envoie un mortier, donc une espèce de feu d'artifice en pleine figure d'un policier, le policier l'interpelle, et que le lendemain il est de retour chez lui, ou avec un rappel à la loi, ça n'existe plus aujourd'hui, mais un contrôle judiciaire avec le V de la victoire, comme si grâce à sa garde à vue il avait obtenu à l'époque ce qu'on appelait le bac. En revanche, ça va mieux. Et je vais vous donner 3 exemples concrets. Encore une fois, je veux ici dire le ressenti de terrain. La première chose, c'est que depuis 1 an et demi, je suis harcelé, menacé de mort à plusieurs reprises par un individu qui a été interpellé, et en 2 jours, il a été en garde à vue et il a été jugé le mois dernier, et il est en détention aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je crois que la justice a compris qu'elle était complémentaire et vice-versa de tout l'aspect régalien dont parlait Monsieur Zahab à l'instant. Et ça me paraît important. Il y a un an, nous avons une énorme rixe à Poissy où, rappelez-vous, des mineurs disaient à 12 ans il faut se les faire, tuer les flics, etc. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, était devenu 48 heures après à Poissy. Je l'avais dit, je le connais. Gérald, viens pas simplement pour soutenir. Viens regarder les sanitaires, viens regarder les douches, les vestiaires, viens voir dans quelles conditions bossent nos flics, nos forces de sécurité. Et c'est pas en mettant 200, 300 hommes de sécurité ou femmes de sécurité supplémentaires dans nos collectivités que la délinquance baissera. C'est qu'il faut que nos ministères de justice aient plus de moyens pour pouvoir instruire et être plus réactifs et proportionnés dans la décision. Et ça commence, et il faut le dire, ça commence à être le cas. Je vous le disais, Valérie Expert, il y a 1 mois et demi maintenant, 3 antivax ont été interpellés en flagrant délit par la BAC, brigade anti-criminalité, et les vidéos la vidéosurveillance de Poissy. Interpellées le lendemain, elles étaient en garde à vue. Elles seront jugées le 14 février. Pardon de le dire, mais c'est une avancée considérable. Depuis 7 ans, nous attendons cela. Non pas par rapport aux antivax, ils n'existaient pas, mais par rapport à ces gens qui sont finalement en toute impunité. Et comme vous le rappelez, M. Jakubowicz, c'est que moi je crois à la théorie de la vitre brisée. Je crois à ce qu'a fait M. Giuliani. Je crois que quand à un moment donné vous avez un tag, le lendemain il avait disparu le tag. Parce que je ne veux pas osciller entre le laxisme et l'impunité.
Et je demanderais justement qu'il y ait des tiges. Je demanderais qu'il y ait des tiges. Justement, on est partie civile, travaux d'intérêt général, pour que ces personnes-là, à tout le moins, puissent venir nettoyer ce qu'elles ont fait. Mais qu'ils soient effectués, parce que là aussi, il y a des travaux d'intérêt généraux qui sont demandés et qui sont pas effectués. Alors pour le coup, ça va changer parce qu'on a mis en place un système qui s'appelle ville-tigeur, que les villes proposent que des tiges soient faites. Et juste, puisqu'on parle de quartier, je veux dire aussi qu'il existe aussi des initiatives intéressantes. Je pense au Pays de Loire. Je fais une mission pour l'État actuellement sur l'insertion des jeunes à travers le sport, qui propose que des tiges soient faites dans des clubs de sport. Ça va dans le bon sens. C'est pas simplement le tout répressif. Il faut aussi qu'on aille dans la prévention. Et puis derrière, je rejoins Michel Taube. Si ça ne suffit pas, là, il n'y a pas d'état d'âme. Voilà. Michel, moi, je regrette que Emmanuel Macron se soit réveillé si tard pour s'inspirer de Giuliani, l'ancien maire de New York. Je trouve que effectivement, on a pris énormément de retard dans la prise de conscience de la gravité de la situation. Bien entendu, au niveau de l'ensemble d'une commune, il faut faire le travail que vous faites et c'est remarquable. Mais il y a quand même des accès de violence, encore une fois, de sécession par rapport. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Gérald Darmanin qui en parlait. Et sur lesquels, effectivement, il faut la main ferme et savoir être ferme. Et je pense qu'on ne l'est pas parce que, malheureusement, si vous avez eu des décisions de justice qui ont enfin été à la hauteur des faits dont vous avez pâti, il y a malheureusement des centaines de contre-exemples au niveau de la justice. Donc, il reste beaucoup de boulot à faire. Merci à tous les quatre. Très bonne journée, très bon week-end à l'écoute de Sud Radio. On se retrouve lundi pour d'autres débats. Très bon week-end.